Alors bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau cours de physique. Aujourd'hui, on va commencer l'étude de, pardon, de l'optique physique. L'optique physique, c'est là où on va vraiment commencer à parler de la nature de la lumière en tant que telle. Puis, on va aller vérifier différentes observations qui ont mené à l'élaboration de la théorie de la lumière post-Newton, on pourrait dire. OK? Vous allez voir, c'est une partie qui commence, surtout l'introduction, il va y avoir un minimum d'histoire. Donc, dans les notes de cours, juste pour vous aligner, on commence la section 2 qui est ici. Là, OK? Donc, des exercices à faire. On va commencer ça aujourd'hui. On parle d'interférence de la lumière comme sujet principal aujourd'hui, mais juste avant, qu'est-ce que c'est que l'optique physique en général? OK? L'optique physique, en fait, c'est une collection de plusieurs phénomènes. On va parler beaucoup d'interférences, de diffraction puis de polarisation. OK? L'interférence de la lumière, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les premières expériences qui ont vraiment mis en évidence la nature ondulatoire de la lumière. OK? Parce que si on se remet à l'époque, faut remonter à peu près à 1650, autour de 1650, quand Newton a produit sa théorie corpusculaire pardon, de la lumière. Donc pour Newton, la lumière était constituée de petites billes. OK? Les sources de lumière émettaient de la lumière en éjectant des particules. OK? Donc la lumière était composée de particules. Il avait bien expliqué comment, par exemple, la lumière pouvait rebondir sur des miroirs ou dévier au passage en changeant de matière, par exemple, au passage de l'air vers l'eau. Comment la lumière allait dévier, qui est de la réfraction qu'on connaissait bien, que on aurait pu aussi étudier avant, en fait, comme dans la plupart des cours de physique optique. Mais moi, j'aime mieux garder l'optique géométrique pour la fin. Euh, Là où ça devient intéressant, par contre, c'est qu'assez rapidement, il y avait des problèmes avec la théorie corpusculaire de la lumière telle que promue par Newton. Mais Newton étant Newton, avant d'aller dire que Newton s'était trompé quelque part, il fallait avoir des arguments assez béton. On s'entend-tu, là, quand Newton disait quelque chose, le monde écoutait. OK? Puis, essayer de convaincre la communauté scientifique que Newton s'était trompé, tu allais au bat, en bon français, là, excusez, là, mais tu allais au bat contre le meilleur de la ligue. OK, là? Donc, tu étais intérêt à être solide. OK? Donc, même si la théorie corpusculaire de la lumière fonctionnait bien, elle avait atteint des limites assez rapidement. Là. Donc, ici, ce que je vous ai affiché, c'est la page sur l'expérience de Young, qui est probablement l'expérience la plus importante dans le domaine de l'optique qui s'est faite, là, on va en parler autour de 1801. C'est une expérience qui a une importance absolument cruciale pour notre compréhension de la lumière. Qui était Thomas Young? OK? Thomas Young était un physicien. Physicien, on dit physicien, mais évidemment, comme à l'époque, on distinguait plus ou moins les rôles comme on le fait aujourd'hui. Là. Donc, il avait étudié la médecine, par exemple. OK? Donc, puis il avait écrit une thèse sur les propriétés du son, par exemple. OK? Puis, on comprenait bien que le son était des ondes. OK? On connaissait les phénomènes d'interférence du son, par exemple, les battements, ce qu'on a vu dans la dernière section du cours. Euh, Puis, les battements entre autres. Puis, en 1800, il va présenter un papier à la Société royale où il développe une théorie comme quoi la lumière aussi se comporterait comme une onde. OK? Évidemment, ça a directement en contradiction avec la théorie de Newton, donc c'était reçu assez froidement pour être poli. OK? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait expliquer certains phénomènes. Entre autres, ici, on précise, par exemple, la dispersion de la lumière quand la lumière frappe des ouvertures réduites. On va montrer des exemples de ça. L'apparition de couleurs à travers des pellicules minces, ça aussi, c'est un sujet qu'on va étudier. Puis on parle ici d'ailes d'insectes. OK? Donc, c'est vrai qu'une aile d'insecte, c'est une membrane transparente très mince, mais on voit parfois euh, un peu comme si c'était des arcs-en-ciel euh, la couleur des ailes, qui est normalement transparente, pouvait prendre certaines couleurs assez spéciales. Donc, comment expliquer ça à partir de la théorie corpusculaire de la matière? Mais en fait, c'était, pardon, c'était carrément impossible de faire ça.
Donc, ça l'a mené Young à se dire que probablement que la lumière devait elle aussi se comporter comme le son, c'est-à-dire comme une onde, mais c'était pas facile à démontrer. OK? Donc, comment il a fait pour démontrer ça? En fait, c'est qu'il a utilisé un appareil qui était composé juste de deux fentes très minces, OK? Puis rapprochées l'une de l'autre. OK? Puis, il s'est servi de ça pour faire. Il a utilisé de la lumière euh, monochromatique. Donc, je ne peux plus attendre une seconde, là, je vais faire un petit dessin, là, mais, pardon. Prenez de la, prenez de la lumière blanche qui arrive, puis qui traverse un prisme. OK? Donc, justement, prenons la lumière blanche qui traverse un prisme. OK? C'est pas mon image à moi, là, c'est tiré des internets. OK? Donc, on sait que le prisme va avoir la propriété de disperser la lumière blanche. Ça, c'était connu déjà à l'époque. OK? Donc, Young, ce qu'il a fait, c'est que il a mis un masque ici, puis dans le masque, il a percé deux étroites fentes. OK? Euh, wow, ça va être beaucoup trop gros. OK? Il a percé deux étroites fentes. Voyons. Bon, excusez, attendez une seconde. Donc, il est venu percer deux étroites fentes, par exemple, dans, euh, dans le masque ici. OK. Donc, bon, je vais mettre à l'envers, là. C'est pas bien, bien grave, là. OK. Donc, c'est comme s'il avait percé deux étroites fentes à l'intérieur d'un masque, puis qu'il allait laisser sortir la lumière de là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend à observer si la lumière se comporte comme des particules? OK. Donc, vous avez la lumière du soleil qui arrive ici, monochromatique, va être séparée en deux sources secondaires. OK. Donc, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il prend euh, euh, puis ça produit, la lumière se disperse de l'autre côté, puis on regarde sur un écran ce qu'on observe. Okay? Si la théorie se comportait, si la lumière se comportait comme des particules, mais qu'est-ce qu'on verrait? Mais la lumière du côté gauche produit une figure d'intensité qui a cette allure-là, du côté droit, au contraire, là, une autre figure d'intensité comme ça. Si on additionne les deux, ben, on devrait voir soit deux spots lumineux ou soit un genre de zone où c'est plus brillant dans le milieu, puis l'amplitude décroît très tranquillement, un peu comme ceci. Alors que la théorie de la représentation de la lumière comme étant une onde prédit l'apparition de bandes d'interférence, ok, comme c'est le cas pour le son, par exemple. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on observe concrètement quand on fait cette expérience-là? Ok. En fait, on le voit ici. Ok. Excusez, voyons, curseur. Ok. Donc, pour, ici, on va le voir ici. OK. Donc, on a trois sources laser. OK. Ça, c'est merci au MIT, TSG Physique. Je ne sais pas c'est qui. Mais qu'est-ce qu'on observe si on fait ça ici, comme ça? On a trois lasers qui ont des longueurs d'onde différentes, des couleurs différentes. Donc, ça, c'est une version contemporaine de l'expérience de Young. OK? On fait passer la lumière à travers deux fentes très très étroites. OK? Puis qu'est-ce qu'on voit apparaître? En fait, ça, c'est ce que je vous montrerais normalement en classe si on y était, mais j'ai trouvé la meilleure chose à part une présence directe en classe, c'est-à-dire directement une figure produite par un autre groupe. On voit ici une succession de points brillants puis de taches sombres. OK? En fait, là-dedans, on combine l'interférence et la diffraction. OK? La diffraction, on va y revenir un petit peu plus tard, mais les grosses taches sombres que vous voyez ici sont des taches dues à la diffraction. OK? Ça, on va y revenir un petit peu tantôt. L'interférence en tant que telle, c'est littéralement là, quand vous avez, vous voyez là, par exemple, une tache brillante, un point sombre entre les deux, brillant, sombre, brillant, sombre, brillant, sombre. Donc, à l'intérieur même de la plus grande tache qui est ici, il y a une succession de franges d'interférences brillantes et sombres qui se succèdent. Donc, c'est exactement ce que prédisait la théorie ondulatoire de la lumière.
OK, ici. Donc, c'est une expérience qui a permis de conclure que la lumière se comportait davantage comme des ondes que comme des particules. OK? Donc, avec une expérience, Thomas Young a réussi à renverser à peu près 150 ans de physique avant lui, où tout le monde était convaincu que la lumière se comportait comme une onde. Donc ça, c'est vraiment le phénomène d'interférence de la lumière. Mais on parlait déjà d'interférence du son dans la section précédente. Tu sais, on disait toujours quand vous avez deux ondes sonores, pardon, qui se superposent, ben, qu'est-ce qu'on voit quand vous avez deux ondes progressives dans une corde? Qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas les deux ondes individuellement, vous voyez la superposition de vos deux ondes. Puis on avait dit des fois ils vont interférer de façon constructive, des fois ces ondes-là vont interférer de façon destructive. Puis en fait ici c'est ce qu'on va appliquer mais au comportement de la lumière. OK? Je vous ai parlé de diffraction. En fait, normalement, en théorie, on devrait commencer par la diffraction parce que la diffraction est inéluctable. C'est inévitable d'apercevoir la diffraction. Chaque fois que la lumière frappe un obstacle ou traverse une fente d'épaisseur très réduite, une seule fente, on voit un étalement de la lumière se produire comme ça ici. Donc c'est le même principe un peu d'interférence de la lumière, mais maintenant la lumière ne passe qu'à travers une seule fente. OK? Donc nous, pour des raisons pratiques, on va commencer par l'interférence de la lumière. Donc on va voir deux fentes, pardon, la lumière qui passe à travers un système de deux fentes. Mais ici, on vous montre ce qu'on observerait quand la lumière ne traverse qu'une seule fente. Puis ici, ce qu'on fait, c'est qu'on élargit la fente qui est traversée par la lumière. Donc, on voit la figure de diffraction se réduire jusqu'à temps qu'on observe un point. Est-ce que c'est normal? Ben, oui, c'est normal. Imaginez que la fente est trop grande. Déjà en partant, on n'observe pas de la diffraction quand la lumière traverse la fenêtre dans votre cuisine, OK, ou la fenêtre de la salle de classe. Pourquoi? Ben parce que la largeur de la fenêtre, on va y revenir ça aussi, mais elle est très très grande devant la longueur d'onde de la lumière. Pour que les effets se manifestent, il faut que la fente ait une largeur typique de l'ordre, ben de l'ordre, là, pas exactement, là, mais de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière. Donc, c'est pour ça que ça se manifeste quand les ouvertures sont très petites. Imaginez que l'ouverture est grande comme ça, puis que le spot du laser passe à travers, ben, vous ne verrez aucune diffraction. OK? Donc, c'est pour ça, tranquillement, que dans l'image qu'on voit ici, au fur et à mesure qu'ils élargissent la fente, ben, la figure de diffraction se trouve à disparaître essentiellement. OK? C'est au fur et à mesure qu'on réduit la largeur de la fente que là, le phénomène de diffraction devient de plus en plus évident. OK? Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réduire la largeur de la fente. Donc, on rend la fente de plus en plus étroite et on voit la figure de diffraction, la tache de lumière s'étaler à l'écran. OK? Donc, ici, c'est à travers, oh, c'est la même chose, mais c'est essentiellement un phénomène de diffraction quand vous traversez un petit trou euh, très, très petit. Là, donc, un pinhole, là, c'est vous prenez une épingle, vous faites un trou dans une feuille, par exemple. Puis vous faites passer la lumière à travers. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez le spot lumineux au milieu, mais vous voyez des anneaux de diffraction autour. OK? Donc ça, nous, on n'étudiera pas ça en détail, mais c'est le même principe. Quand la lumière traverse un obstacle de dimension réduite, vous allez voir apparaître une figure de diffraction. Ça, c'est notre expérience d'interférence. Quand on traverse deux fentes réduites simultanément, qu'est-ce qu'on va observer? On va voir apparaître une figure d'interférence juxtaposée à une figure de diffraction. Donc, si on vient là-dessus, ici, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde de proche? Mais ici, déjà en partant de loin, on voit la figure de diffraction. Donc, essentiellement, les maximums puis les minimums de la figure de diffraction. C'est comme s'il y avait juste une fente à peu près. Si on est de loin, on ne distingue pas les petites fentes individuelles, les petites franges brillantes et sombres qui se succèdent à l'intérieur de la grosse tache centrale. Okay? Donc vraiment, ça, ce qu'on voit overall, excusez le français, c'est la figure de diffraction. Quand on s'en approche, par contre, là, on voit apparaître la figure d'interférence à l'intérieur de la figure de diffraction. Donc, si on résume, si on prend une fente étroite, OK, on va voir apparaître une figure de diffraction, donc une succession de taches brillantes, point sombre, taches brillantes, point sombre, taches brillantes, point sombre. Si une fente ici, là, donc c'est la diffraction pure ici. Si on a deux fentes, ben, à l'intérieur de chacune de ces taches brillantes, ok,
on va voir apparaître une succession de taches brillantes, sombres, brillantes, sombres, brillantes, sombres, brillantes, sombres, brillantes, ainsi de suite. OK? Donc, c'est ce qu'on observe ici à l'écran dans la présentation qu'on vous a montrée, là, dans l'expérience qui a été faite euh, par l'autre groupe. OK? Ça, pourquoi Young a eu l'idée de faire ça avec la lumière? Parce qu'il était convaincu que la lumière se comportait comme une onde, parce qu'il avait étudié aussi les propriétés ondulatoires du son. OK? Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on refait la même expérience, mais en utilisant des vagues à la surface d'un étang. OK? Donc, vous allez voir, Veritasium, cette chaîne-là est vraiment excellente, là. C'est une très bonne chaîne de vulgarisation scientifique. Le gars, il a accès à des laboratoires où vous puis moi, on peut pas se pointer nécessairement, là. Ça se peut que je réutilise une couple de ses vidéos pendant la session sans trop de gêne, là. Mais je vous encourage à aller vous inscrire directement sur sa chaîne à lui, là. C'est quelque chose d'intéressant. OK? Donc là, ici, on voit bien apparaître l'interférence. OK? Donc, vous avez deux sources ici, OK, ponctuelles, qui émettent chacune une onde circulaire. Les deux fronts d'onde partent, OK? Puis, évidemment, la surface du lac, elle ne peut pas prendre deux positions en même temps. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se placer là où se trouve la somme des amplitudes individuelles de mes deux ondes qui passent au même endroit au même instant. Ça donne qu'à certains endroits, vous avez des crêtes qui rencontrent des crêtes. Donc, vous avez les deux sommets des vagues, ça donne une vague d'amplitude plus grande. Puis, donc, ce serait des points où vous avez des maximums, par exemple, comme ici. Puis à l'inverse, vous avez des endroits où le sommet d'une vague rencontre le creux de l'autre vague, la somme des deux donne zéro, puis vous voyez un minimum ici. Donc, appliqué à la lumière, ça serait un endroit où l'intensité lumineuse serait très grande. Ça serait un endroit où l'intensité lumineuse serait nulle. Donc, vous avez une succession de tâches brillantes, sombres, brillantes, sombres, brillantes, sombres. Donc, l'idée de Young de faire ça avec de la lumière, n'est pas sorti de nulle part. OK? Il comprenait le comportement du son, qui est exactement le comportement de ça. Il connaissait le comportement de l'interférence des ondes en général. C'était appliqué à différentes situations, dont celle-là. Mais lui, il s'est demandé s'il n'était pas capable d'appliquer ça directement au comportement de la lumière. OK? Et c'était là que son idée de génie est venue de réaliser cette expérience-là. Puis, il n'a pas fini de convaincre les derniers récalcitrants là, pour la petite histoire. On va y revenir plus tard, là, mais pour la petite histoire qui est quand même intéressante. Euh, J'irai regarder ça. Il faut remonter, faut s'en aller jusqu'en 1817 avant que ça soit finalement accepté que la lumière se comporte comme des ondes. Euh, pardon. Lors d'un concours organisé à l'Académie française des sciences, OK, vous aviez une gang de théoriciens corpusculaires. Donc, vous aviez deux écoles de pensée en physique à cette époque-là qui s'affrontaient. D'un côté, les corpusculaires, les disciples de Newton essentiellement, qui pensaient toujours que la lumière était composée de particules. Puis de l'autre côté, vous aviez l'école des ondulatoires, des théoriciens qui décrivaient la lumière comme étant composée d'ondes. Puis vous aviez un conflit entre ces deux écoles-là. OK? Donc, c'est comme c'est littéralement deux gangs qui s'affrontent. C'est juste que les autres, ils se battent pas avec des jackknives pour contrôler le commerce, on ne sait pas trop quoi. Ils s'affrontent avec des articles scientifiques pour prendre le contrôle de la théorie scientifique. Donc, je niaise un peu, là, mais c'est quand même. Faut voir, la science, on a toujours tendance à penser peut-être que, c'est de même que ça marche, tout le monde est d'accord. Non, 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 non. Il y a eu souvent eu, puis il y en a encore aujourd'hui, des conflits entre différentes écoles de pensée à l'intérieur de la recherche scientifique, là, OK? Donc ici, si on remonte en 1817, vous avez un bon vieux street fight en bon français organisé par l'Académie française des sciences entre les théoriciens corpusculaires et les théoriciens ondulatoires. OK? Poisson est tellement confiant que la théorie corpusculaire va l'emporter qu'il organise le concours comme traitant de la diffraction. OK? Parce qu'il est convaincu que les ondulatoires ne seront pas capables d'expliquer ça. En particulier,
Fresnel a soumis une théorie pour prédire le comportement de la diffraction à partir de la théorie ondulatoire. En utilisant le principe de Huygens, on va y revenir plus tard, puis le principe d'interférence de Young. Okay. Comme on dit, Poisson a étudié la théorie de Fresnel, a remarqué que Fresnel allait prédire que si la lumière venait éclairer un obstacle circulaire, okay, donc un cercle opaque, okay, dans des conditions assez particulières, si la source est ponctuelle de l'autre côté, ben, au milieu du spot d'ombre, on devrait observer un point brillant. Okay. Puis, évidemment, il dit, ben là, ça n'a aucun sens qu'on observe ça. On va faire le concours là-dessus, on va torcher les ondulatoires, puis on va finir par passer à autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait l'expérience. Évidemment, c'est quoi la physique? Sinon, ah ouais, toi tu penses ça, toi tu penses ça. OK, on va aller le faire, puis on va vérifier. Ben, on a fait l'expérience et on a observé cette fameuse tache brillante au centre du cercle d'ombre. On l'a appelée par pure ironie la tache de poisson par après. Et ça a été vraiment le dernier clou dans le cercueil du module corpusculaire de la lumière. Okay? Donc, c'est ça ici. Je vais essayer de vous trouver une petite démonstration de la tâche de poisson. Donc, on revient avec notre ami de Veritasium, okay? euh, qui fait l'expérience de poisson. Okay? Je vous laisse aller, puis je vous commente par après. Okay? Donc, on explique rapidement. Là. Bon, je vous épargne les 5 premières minutes de vidéo ici. C'est un peu il raconte le conflit entre les deux gangs à l'Académie française des sciences en 1718, en 1818, pardon. Ok. Il a essayé de le faire d'une couple de façons. Évidemment, la façon la plus simple, c'est d'utiliser la lumière monochromatique, c'est donc d'utiliser un faisceau laser. Il a essayé de le faire autrement dans les 5 minutes précédentes parce qu'il dit, de toute façon, en 1818, il n'y avait pas de laser. Donc, comment ils ont fait pour régler le problème? Euh, Puis comme il explique, il dit Poisson d'un côté a même pas essayé de le démontrer. Il dit c'est tellement absurde de penser qu'on peut avoir un spot brillant au milieu d'une tache d'ombre que j'ai même pas besoin de faire l'expérience pour prouver que c'est pas bon. Fresnel n'a pas fait l'expérience lui non plus. Pour quelle raison? Probablement qu'il était trop confiant ou pas assez bon expérimentateur. Ok. Parce qu'on s'entend, il y a des très grands théoriciens qui ne sont pas des super expérimentateurs. Là. Je veux dire, la plupart des gens, de plus en plus aujourd'hui avec la science, vous avez en physique, vous avez deux écoles. Vous avez ceux qui font la théorie, puis ceux qui font les expériences. C'est rare que les gens vont être aussi compétents dans les deux facettes. Donc, on arrive à pas être capable de trancher. Donc, comme il explique, c'est un juge Arago qui se fait présenter deux théories, puis on lui demande de choisir entre les deux, mais c'est lui qui va dire ben, je vais aller vérifier. Donc, je vais essayer de monter l'expérience. Donc, avec un laser, ici, c'est facile d'observer la tâche de poisson. Donc, on a pris la lumière d'un laser, fait passer à travers une lentille divergente pour étaler le faisceau laser. On a éclairé une petite bille qui repose sur un rouleau de tape ici, puis on regarde sur l'écran ce que ça donne. Ah ouais. Donc, quand on éteint la lumière, qu'est-ce qu'on observe? Un spot brillant en plein centre de l'ambre. Donc, en fait, là, je viens de réaliser, je pense qu'on n'entend pas le son du vidéo, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fermé la lumière ambiante. Qu'est-ce qu'on voit au milieu ici, la petite tache brillante, c'est ça la tache de poisson ici. Ok. Pour ça aussi, des fois, c'est la tache d'Aragon parce que c'est lui qui a fait l'expérience pour vrai. Poisson, lui, a tourné ça en dérision. Ok, il disait que c'est impossible de voir ça. Puis c'est la prédiction de Fresnel. Donc, tu sais, on peut parler de la tâche de Fresnel, la tâche de Poisson, de la tâche d'Aragon. Ça donne
ça décrit tout le même phénomène. On voit vraiment ici, vous avez quoi? La lumière d'un laser qui frappe une bille. On voit l'ombre de la baie, on voit le faisceau laser autour, puis on voit au centre un petit spot brillant. OK? Euh, Vous remarquerez aussi qu'on voit ici des anneaux de diffraction autour. OK? Donc, on les voit bien ici, là. Donc, vous voyez une succession d'anneaux brillants, sombres, brillants, sombres, brillants, sombres. Donc, ça, c'est une figure de diffraction. Vous vous souvenez tantôt que ce qu'on a vu dans la vidéo? On avait eu un écran percé d'un petit trou, puis on voyait apparaître des anneaux concentriques. OK? Mais ici, c'est le contraire. C'est un obstacle opaque au milieu de rien. OK? Puis on voit apparaître la même figure de diffraction, OK? De la succession d'anneaux brillants simples, brillants, sombres, brillants, sombres, brillants, sombres, qui est une figure de diffraction causée par un obstacle circulaire ici. Ça, on va y revenir aussi beaucoup quand on va parler du critère de Rayleigh. En astronomie, souvent on observe des étoiles qui sont essentiellement des sources ponctuelles dans une image. Ben, les sources ponctuelles vont agir, puis on va voir des figures de diffraction apparaître autour des figures dans des étoiles, dans le fond, dans des observations astronomiques. Donc, c'est des applications, si on veut, de l'interférence et de la diffraction. Pardon. Donc, ce qu'on va continuer de faire ici, pardon, euh, donc, les phénomènes d'interférence puis de diffraction sont des phénomènes purement ondulatoires. OK? Donc, c'est un petit peu le même principe ici qu'on observe quand on regarde, par exemple, si on parle de diffraction, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une onde plane qui frappe un obstacle. De l'autre côté, on a une onde circulaire qui va apparaître. Donc, c'est l'étalement des ondes ici. Donc, ici, ce qu'on a, c'est quoi? Un barrage ou percée d'ouverture dont la dimension physique, là, la largeur, est de l'ordre de la longueur d'onde des vagues qui frappent. Donc, on voit un étalement de l'onde de l'autre côté. Okay? Ici, c'est la même chose. Vous avez dans un lac des vagues planes qui frappent un petit obstacle. De l'autre côté, on voit la courbure apparaître. Donc, c'est des phénomènes ondulatoires ici, okay, qu'on observe, qu'on va étudier plus en détail. Euh, donc, les expériences d'interférence et de diffraction vont nous prouver que la lumière se comporte comme des ondes. On sait qu'il y a au moins deux types d'ondes, des ondes euh, transversales puis des ondes longitudinales. Est-ce qu'on est capable de trancher à savoir la lumière est-elle une onde transversale ou longitudinale à partir de ça? Bien, la réponse courte est non. Okay? Il n'y a pas de façon simple avec l'interférence et la diffraction de distinguer entre ces deux types d'ondes-là. Donc, comment on peut faire? C'est qu'on va ajouter une troisième expérience qui est la polarisation. Okay? La polarisation, elle, va vraiment nous montrer okay, que la lumière agit comme une onde transversale. Okay? Un polariseur, c'est quoi? Un fil polariseur, c'est essentiellement, c'est comme imaginez une grille, une clôture, okay? Puis vous faites passer la lumière à travers la clôture. Évidemment, si c'était une onde longitudinale, ben, ça n'aurait aucun effet spécifique, mais comme la lumière, on le sait, est une onde transversale à cause de cette expérience-là, ben, si la lumière oscille dans la bonne direction, elle va réussir à traverser la grille, alors que si elle oscille dans la mauvaise direction, si son plan d'oscillation est perpendiculaire par exemple à la grille, elle ne réussira pas à passer. Donc, vous allez avoir une transmission sélective de la lumière puis ça va dépendre en fait de la. Ben, justement, ça va dépendre de l'angle de polarisation de la lumière. Donc, l'expérience de polarisation, dont on va parler un peu, va nous montrer que la lumière ne se comporte pas seulement comme une onde, mais qu'elle se comporte comme une onde transversale. OK? Donc, ça, c'est les trois principales expériences qu'on va étudier pour les prochaines semaines. Donc, on parle d'interférence, de diffraction, puis de polarisation ici. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'on observe de l'interférence? À la base, on peut le voir de plusieurs façons. OK? Si on veut avoir de l'interférence parfaitement constructive, OK? À la base, c'est toujours la même chose, c'est qu'on va avoir deux sources de lumière. OK? Supposons que ces deux sources de lumière-là émettent en phase. OK? Euh, Imaginons qu'on émet une première source qui a une certaine longueur d'onde, OK? Une onde progressive qui avance, OK? Puis qu'on en émet une seconde qui a la même phase que la première. OK? Ben, imaginez que la première parcourt une distance égale à, mettons, une longueur d'onde avant d'arriver ici. Puis, à partir de cet endroit-là, les deux ondes parcourent exactement la même distance.
ben, on remarque que l'amplitude est toujours la même pour les deux. Donc, si je veux trouver la somme, l'amplitude résultant de la somme de ces deux ondes-là, ben, je vais trouver une amplitude qui est juste le double de l'amplitude des ondes individuelles. Donc, on va avoir une interférence qu'on va dire parfaitement constructive. Si, à la place, la lumière parcourt, par exemple, une demi-longueur d'onde avant de d'arriver au même point de départ de la deuxième. Donc ici, là, on appelle delta la différence de marche. C'est la distance supplémentaire parcourue par l'onde qui se déplace le plus. Donc dans notre exemple, le delta, ce serait vraiment là, la distance ici, où vous avez juste l'onde en vert qui se déplace, puis l'onde en bleu ne se déplace pas. OK? Mais si ma différence de marche, c'est une demi-longueur d'onde, rendu ici, qu'est-ce qui se passe? Mes deux points sont en opposition de phase. OK? Donc vous allez avoir toujours une onde qui a une amplitude positive, puis l'autre qui a son image négative. Donc la somme de mes deux va toujours donner 0. Puis à ce moment-là, on va voir des taches sombres sur un écran. Okay? On va avoir de l'interférence parfaitement destructive. On va voir aussi qu'on peut mathématiser ça, là, c'est pas juste graphique, mais je trouve qu'au niveau graphique, déjà intuitivement, ça donne une bonne idée. Okay? Donc l'interférence constructive apparaît quand la différence de marche est non seulement une longueur d'onde, mais deux ou trois ou quatre, n'importe quel nombre entier m de longueur d'onde lambda va produire de l'interférence constructive quand on additionne deux sources lumineuses dont la différence de chemin est un nombre entier de longueur d'onde. Puis à l'inverse, si on parcourt une demi ou une et demie ou deux et demi ou trois et demi longueur d'onde, mais là on va avoir l'interférence destructive qui va apparaître parce que à partir du moment où les ondes parcourent la même distance, qu'il leur reste la même distance à parcourir, ben, ils vont être en opposition de phase, donc leur amplitude résultante va être zéro partout, en tout point. Okay? Donc c'est ça qui explique dans notre vidéo de tantôt. Euh, Ici, c'est ça qui explique. Oh, je l'ai plus. Okay, donc c'est ça qui explique ici. Ça ici, c'est qu'il faisait, mais avec la lumière blanche. Voyons, on était où? Ici. Okay, donc avec mes deux sources ici. Là, ici, c'est que ici, les deux parcours, en théorie, si on était le long d'une ligne qui passe au plein milieu, on parcourt la même distance. Mais si vous regardez un point qui est ici, la distance de là à là n'est pas la même. Ok, attendez une seconde. La distance qui sépare la source de gauche d'un point ici est différente de la distance qui sépare la source de droite de ce même point-là. Donc là, les deux ondes n'ont pas parcouru la même distance. Donc là, au moment où ils vont s'interférer, ils n'auront plus la même phase nécessairement. Puis ça donne qu'il y a des endroits où la différence de phase est toujours d'une demi-longueur d'onde, pardon, de pi radian, la différence de phase, ou encore la différence de marche d'une demi-longueur d'onde. Puis on va voir apparaître l'interférence destructive à cet endroit-là. Okay? Donc, si on regarde par exemple, euh, ici l'exemple suivant, on vous parle dans un montage à double fente de Young, deux minces fentes sont séparées d'une distance de 1 mm. Donc la distance D ici est de 1 mm. Puis à 50 cm de là, la distance grand L, on va placer un écran, okay? Tel qu'illustré ici. On dit quelle est la différence de marche entre les deux ondes qui parviennent au point A en plein centre de l'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vérifier en plein centre de l'écran. Donc, vous avez vos deux fentes séparées d'un millimètre. Puis, on veut savoir au milieu de l'écran ici, quelle est la différence de marche entre les faisceaux qui parviennent à cet endroit-là. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va littéralement tracer un faisceau qui part de la fente du haut qui s'en va jusqu'au centre de l'écran, un qui part de la fente du bas qui s'en va au centre de l'écran. Ici, la situation étant parfaitement symétrique, les deux chemins mesurent la même chose. Okay? Donc, on a une différence de marche, okay? Une distance supplémentaire parcourue par une des deux ondes, nulle. Les deux ondes ont parcouru rigoureusement la même distance. Donc, si on parcourt la même distance, puis qui était en phase en partant, ben, ils vont arriver en phase là. On va avoir de l'interférence constructive, puis on va voir apparaître une frange brillante sur notre écran à cet endroit-là. Donc, au centre de l'écran, si les deux fentes émettent la même onde, vont être en phase, on va voir une tache brillante sur l'écran ici. Okay? Euh, donc, quelle est la différence de marche entre les points, pardon,
au point A, mais au point A, la différence de marche est égale à 0. L'interférence va être constructive ou destructive? Elle va être constructive. OK. Donc, au centre de l'écran, en A, delta égale 0, l'interférence va être constructive. On va voir une tâche brillante, OK, sur l'écran. OK. En B, on dit, en B, le point B est situé à 0.125 mm du point A, donc c'est rapproché, là, OK, 0.125 mm du point A. On dit si le point le plus proche de A pour lequel l'interférence est complètement destructive, on voit une tache sombre. Quelle est la différence de marche entre les deux ondes qui vont arriver au point B? OK. Ben, ce qu'on va venir faire ici, c'est ce qu'on aime faire en physique souvent, là. Euh, bon, moi, je me fais souvent beaucoup de dessins, là, puis on va traiter la situation suivante. Imaginons que vous avez deux ondes, OK? Donc, une onde qui part de la source du haut qui s'en va jusqu'à l'écran, qui mesure R1. Une onde qui part de la fente du bas puis qui s'en va jusqu'à l'écran, qui parcourt une distance R2. Ici, ce qu'on peut remarquer rapidement, c'est que les distances R1 et R2 sont différentes. OK? Donc, l'onde ne parcourt pas la même distance en haut et en bas. Donc là, on a une différence de marche qui apparaît. Donc, ce qu'on doit faire, c'est mesurer R1 puis mesurer R2. Donc, comment on peut mesurer R1? Ben, si on y pense, nous, on a dit que la distance ici, la distance grand D, c'était 50 cm. Donc ici, j'ai fait le calcul en millimètres. J'ai 500 mm, okay, qui est le côté ici. Ce côté-là mesure combien? Bon, j'ai fait un triangle rectangle. Okay? Vous avez deviné, là, si les triangles rectangles n'existaient pas en physique, je ne sais pas comment on pourrait faire de la physique sans les triangles rectangles. Donc nous, on a dit que notre fente mesure 1 mm de large. Ça veut dire que ça mesure 0.5 mm. Si ça ici, ça mesure 0.125 mm, ben ça ici, ça va mesurer 0.5 moins 0.125 mm. OK? Donc, Pythagore me dit que l'hypoténuse au carré mesure le côté 1 au carré plus le côté 2 au carré. OK? On va faire le même exercice avec le rayon provenant de la source 2. OK? Donc là, ici, ce qui change par contre, c'est que le côté opposé ici, là, il mesure 0.5 plus 0.125 mm. OK? Puis on va mesurer le delta, qui est tout simplement la différence de marche entre les deux ondes. OK? Donc on va faire R2 moins R1. Évidemment, si vous calculez ça, je peux vous assurer que si vous prenez votre calculatrice puis vous ne faites pas attention aux chiffres significatifs, vous arrondissez trop, vous ne verrez rien. Okay? Vous ne verrez pas de différence. Ces deux valeurs-là sont beaucoup trop rapprochées l'une de l'autre. Okay? Donc, on a 500 au carré qui vaut quoi 25, 250 000, puis ça qui vaut à peu près 0.5. Donc, de 250 000, virgule quelque chose. Puis là, tu prends la racine de ça, tu fais la différence entre ces deux racines-là. Donc, il faut faire attention là, de garder exactement toutes les décimales quand on fait ce calcul-là. Mais si on le fait comme il faut, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la différence de marche entre ces deux points-là est de 2,5 fois 10 à la moins 4 mm. OK? Donc, la différence de marche entre les deux ondes qui arrivent au point B euh, est de 2,5 fois 10 à la moins 4 mm. Ou encore de 2.4, 2.5 fois 10 exposé à moins 7 mm, ou encore de 250 fois 10 moins 9 mm. Pourquoi? Mètres, pardon. Donc 2.5 fois 10 à la moins 7 mètres, qui est 250 fois 10 moins 9 mètres, qui est 250 nanomètres. 0.225, non, excusez. Laissez faire ça. OK. On travaille beaucoup en nanomètres, les longueurs d'onde, mais là, c'est pas nécessaire ici. Okay? Donc, la différence de marche est de 2,5 fois 10 à la moins 7 mètres. Ce qu'on vous demande, bon, quelle est la différence de marche entre les deux ondes qui arrivent au point B? 2,5 fois 10 moins 7 mètres. Quelle est la longueur d'onde de la lumière qu'on a utilisée?
Ben, on sait que c'est le premier point où l'interférence est destructive. OK? Première tache sombre. OK? Donc, on en conclut quoi? Que la différence de marge doit correspondre à la moitié de la longueur d'onde. OK? Donc, parce qu'on se souvient, quand on a une figure d'interférence, on a une succession de tâches brillantes, sombres, brillantes, sombres, brillantes, sombres, brillantes, sombres, ainsi de suite. Ici, au centre, on n'a aucune différence de chemin. Ici, on a une demi-longueur d'onde. Ici, on a une longueur d'onde. Ici, à la tâche brillante, trois moitiés de longueur d'onde. Ici, tâche brillante, deux longueurs d'onde, et ainsi de suite. Donc, si ma première tâche brillante correspond à un delta de 0, ma première tâche sombre, elle, correspond à un delta de une demi-longueur d'onde. Comme la différence de marche, on l'a évaluée à 2,5 fois 10 à la moins 7 mètres, ça veut dire que mon lambda est égal à 5 fois 10 moins 7 mètres. Okay. Donc, ça, c'est la longueur d'onde de la lumière. Ça fait 500 fois 10 moins 9 mètres. Donc, ça fait 500 nanomètres. Okay. Lambda serait de 500 nanomètres pour mon laser dans l'expérience qu'on a ici. Okay. Donc, on dit quelle est la différence de marche entre les deux ondes qui arrivent au huitième point d'interférence constructive à gauche du point A? Bon, OK. Donc, ce qu'on dit, c'est que au centre, j'ai aucune différence de marche. Mon premier point d'interférence constructive est quand delta est égal à 1 fois lambda. Mon deuxième point brillant, quand delta est égal à 2 fois lambda. Mon troisième point brillant, 3 lambda. Mon huitième point brillant, ça va être quoi? Ben, mon huitième point brillant, ça veut dire que ma différence de marche est égale à 8 fois ma longueur d'onde. OK? Donc, 8 fois ma longueur d'onde, ça vaut combien? Ça vaut 4 fois 10 à la moins 6 mètres. OK? Donc, delta est égal à 8 fois 500 nanomètres. Ça donne 4 fois 10 à la moins 6 mètres. OK? Puis là, la question touchée, OK? Quelle est la position mesurée par rapport au centre de ce huitième point-là? Donc, quel est le Y, OK, pour ce huitième point-là? OK? Ben, pardon. Dans le fond, c'est l'opération inverse de ce qu'on a fait tantôt. Tantôt, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a donné la position B. Donc, on connaissait le Y ici. On utilisait ça pour déterminer R1, déterminer R2, puis trouver le delta entre les deux. Là, maintenant, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous donne le delta. On vous donne la différence entre R2 et R1, qui est de 4 fois 10 à la moins 6 mètres, et on cherche le Y correspondant. OK? On a juste déplacé l'inconnu de place. Bon, on va faire le même raisonnement. Donc, que vaut R1? OK? Ben, R1, ça vaut racine de 500 à la 2 plus 0,5 moins Y à la 2. OK? De la même façon, R2 est égal à 500 à la 2 plus 0,5 plus Y à la 2. OK? Puis ensuite, on va poser que delta, qui est égal à 500 à la différence de R2 puis de R1, est égal à 4 fois 10 à la moins 6 mètres. Bon, c'est quoi la question? Trouver Y. OK? Donc là, vous êtes pogné avec une équation qui a cette allure-là. OK? Puis, on vous demande de trouver la valeur de Y ici. OK? Donc ça s'appelle souvent bonne chance. OK? Si je vous dis que 4 fois 10 à la moins 6 est égal à racine de 500 à la 2 plus 0,5 plus Y. OK? Moins. OK? 500 à la 2 plus 0,5 moins Y. Puis je vous demande d'isoler Y là-dedans. OK? Comment vous allez faire pour faire ça? OK? Moi, personnellement, ça ne me tente pas beaucoup. OK? Donc, pourquoi? Il faut faire attention déjà aux ordres de grandeur.
OK? Ça, c'est de l'ordre de la centaine. OK? Donc, quand on met ça au carré, c'est de l'ordre de 10 à la 5, 10 à la 6. OK? Ça, c'est de l'ordre de l'unité à peu près. OK? Puis ça, c'est de l'ordre de 10 à la moins 6. OK? Donc, notre équation est sur des ordres de grandeur complètement différents. Souvent, ça veut dire qu'il y a sûrement moyen de faire une approximation en quelque part, OK? Parce que d'isoler Y là-dedans, là, franchement, à part Wolfram Alpha, là, je ne sais pas trop comment faire simplement, OK? Déjà en partant, tout ça c'est dans des racines, là, non, mais il doit bien y avoir une solution simple pour faire ça, OK? Puis, comme c'est un cours de physique ici, bien évidemment qu'on a une solution simple pour faire ça. OK? À quoi ressemble cette solution-là? OK? Donc, on va utiliser le schéma suivant. Donc, c'est l'expérience de Young. OK? Donc, on met deux fentes séparées d'une distance d et on cherche euh, le lien, dans le fond, OK, entre la différence de marche delta qui est ici, puis la position sur l'écran Y qui est là. OK? Donc, nous, ce qu'on veut, puis on va venir le voir ici, c'est on va juste exprimer ça différemment. Donc, on cherche euh, le lien. On s'intéresse, on dit à un point situé sur l'écran une position Y par rapport au centre, mais on va exprimer cette position-là de façon différente. On va l'exprimer en fonction de l'angle qu'on observe ici. OK? Donc, au centre, cet angle-là est égal à 0, par exemple. Si θ est égal à 0, ben, je regarde en plein centre de mon écran. Y est égal à 0. Plus j'observe un Y qui est grand, plus mon angle θ est grand. Quel est le lien entre les deux? Ben, la tangente de mon angle θ est égale à mon côté opposé sur mon côté adjacent. Donc, tangente de θ est égale à Y sur L. Donc, si j'isole Y est égal à L fois tangente de θ. Donc, c'est juste un changement de variable ici. OK? Au lieu de parler de la position Y, on va parler de l'angle θ sur l'écran. OK? Donc, c'est qu'un changement de variable. En quoi ça m'aide de faire ça? OK? Ben là, on va étudier la différence de marche entre les deux rayons qui arrivent à cet endroit-là sur mon écran. OK? Puis là, c'est là que faut faire un petit peu attention. Les profs de maths ne seraient pas très fiers de nous présentement, là, parce que nous, on va faire l'hypothèse comme quoi la distance Y ici est beaucoup plus petite que L, puis la distance D entre les fentes est elle aussi beaucoup plus petite que L, la distance à l'écran. Donc, on se préoccupe juste de la situation où l'écran est loin des fentes. Donc, si L ici est beaucoup plus grand que Y ou que D, OK? Mais essentiellement, les rayons vont être parallèles. Puis si on y pense un petit peu, puis qu'on revient à l'expérience qu'on avait tantôt ici, OK? Est-ce que c'est une hypothèse raisonnable? OK? Bien, typiquement, les fentes sont séparées de l'ordre du millimètre. OK? Sur l'écran, les distances sont de l'ordre du centimètre. Puis ici, c'est de l'ordre du mètre au moins, là. Normalement, pour voir une figure aussi bien que ça veut dire que ça paraît pas, mais ici, il doit y avoir un bon 3, 4, 5 mètres de distance entre les deux. Puis la figure doit faire 15-20 cm. OK? Donc, c'est une hypothèse qui est quand même raisonnable à faire. OK? Évidemment, the proof of the pudding is in the eating. Là. Donc, je ne sais pas ce qu'en français l'analogue, là, mais tu sais, on va faire l'hypothèse comme quoi elle est très grande. On va regarder ce que ça a comme conséquence. Ça va nous permettre de faire des prédictions. Puis on va aller vérifier si on observe les prédictions par la suite. OK? Puis on va remarquer que oui, ça fonctionne bien. OK? Pardon. Donc, si on revient à notre petite hypothèse, donc supposons que les rayons sont pratiquement parallèles. Ben là, c'est là que ça va devenir weird. OK? Pourquoi? Ben, définissons ici une droite perpendiculaire, OK, à notre droite principale où on a le même angle θ. OK? Donc, autrement dit, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, pardon, excusez-moi, on a, ici, on va tracer une droite qui est perpendiculaire à cette droite-là. Donc, l'angle θ qu'on a ici, on va le retrouver ici à ce moment-là. C'est le même angle θ. OK? Donc, ça, c'est bon? OK? Qu'est-ce que ça me permet de faire, ça? OK? Ça me permet de tracer un triangle isocèle. OK? Donc, c'est bon. Pourquoi isocèle? Ben, parce que, par définition, le delta, c'est la différence de marche. OK?
Donc, par définition, le delta, c'est la distance supplémentaire parcourue par R2. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre, notre, notre faisceau lumineux parcourt une distance delta avant qu'il lui reste R1 à parcourir. OK? Donc, je vais juste venir vous le montrer ici, ce que je veux dire par là plus précisément. OK? Donc, excusez, là, c'est juste parce que, encore une fois, il faut que je me prenne entre trois écrans. Euh, donc, on disait, je vais juste faire une capture d'écran. Je vous reviens dans 2 secondes. Pardon. Donc, on disait ici. Donc, Donc, on va simplement poser que Y sur L est égal à delta sur D, ou encore que delta est égal à D fois Y divisé par L. OK? Donc, on se retrouve avec une relation très simple entre delta et Y. OK? Donc, ça, c'est l'approximation des petits angles ici, si vous allez fouiller. Là. OK? Est-ce que ça a de l'allure, cette approximation-là? Ben, la bonne façon de s'en convaincre, c'est de prendre votre calculatrice, là, puis calculer, prenez l'angle en radian. OK? Il faut que θ soit en radian. OK, absolument. OK? Donc, prenez votre angle de 0,1 radian. OK? Calculez le sinus de 0,1 radian. Bon, je vais le faire avec vous, là, mais ça doit donner pas mal égal à 0,1. OK? Donc, si je prends ma calculatrice, pardon, que je prends en radian 0,1 degré, puis que je 0,1 rad, pardon, que je calcule son sin, j'ai 0,0998. OK? Bon, 0,1 essentiellement. Puis si je calcule la tangente de 0,1, ça me donne 0,10033. Donc, à toute fin pratique, c'est vrai. OK? Ça vient d'où ça? Petite parenthèse, là. Je sais, je fais juste des parenthèses depuis tantôt, anyways, là, remarquez, là. Mais euh, prenez un arc de cercle. OK? Donc, prenons un cercle là, vraiment très grand. OK? Imaginons qu'on utilise un cercle bon, qui est vraiment plus grand que ça, là, mais pour l'instant, prenons celui-là ici. OK? Le centre de mon cercle se trouve à peu près ici. OK? Puis ce que je vais faire, c'est que je vais tracer deux droites. OK? Donc, une première droite ici, puis une deuxième droite. Wow! Pas tout à fait, non? OK? Ici, comme ça. OK? De façon à ce que je décrive un petit angle. OK? Ben, mon angle θ est ici. OK? Donc ça, c'est mon angle θ. La définition d'un angle θ en radian, c'est quoi? C'est le rapport entre la longueur de l'arc de cercle qui est ici, puis le rayon de mon cercle qui est là. Donc ça serait L sur R. OK? La définition du sinus de l'angle, c'est quoi? Ben, ce serait côté opposé. OK? Donc là, ce que je viendrais faire, c'est que je viendrais tracer une droite ici, comme ça. OK? Ça serait pour que j'ai un angle de 90 ici. Ça serait côté opposé qui va mesurer à peu près L aussi. Il n'y a pas grande différence entre la longueur du côté qui est ici et la longueur de l'arc de cercle qui est ici. Là. OK? Donc si lui, je l'appelle X, mon côté opposé, mais c'est à peu près égal à X sur l'hypoténuse qui mesure R. OK? OK. Puis ça, c'est le sinus de θ. Puis la tangente de θ, c'est égal à quoi? Côté opposé X. OK? Sur le côté adjacent ici, ouais, ok, là, ici, une petite différence, mais en bout de ligne, le côté adjacent ici, il mesure pas mal égal à R lui aussi. Là. Ça, c'est la tangente de θ. Ok? Donc, parce qu'il n'y a pas essentiellement de différence entre la longueur de l'arc de cercle et la longueur du côté droit ici, et θ, sin θ, tangente θ, toute la même chose. Ok? Évidemment, une bonne approximation qu'on utilise plus en maths, en physique qu'en maths, là, mais qui nous permet de trouver une relation super simple entre euh, la position sur l'écran, puis la différence de marche. OK? Comme on connaît les conditions pour la différence de marche, mais après, on va pouvoir facilement trouver la position Y des différents maximums puis des différents minimums, parce que eux, on sait que les maximums apparaissent quand delta est égal à un entier de lambda, de delta, pardon, quand delta est égal à un entier de lambda, puis quand c'est des entiers plus une demi lambda, on va trouver les minimums. Donc ça, c'est une des approximations les plus utiles qu'on va faire dans le cours. Puis comme on dit,
Si on dit que delta est à peu près égal à d fois y sur L, avec cette analyse-là, on sait quand delta est égal à une frange brillante, on connaît les deltas pour les franges sombres, donc on va être capable facilement de trouver, par exemple, la position du huitième maximum d'interférence constructive. On avait dit que pour celui-ci, le delta devait être égal à 4 fois 10 moins 6 mètres. Donc, quelle est sa position Y? OK? Ben, ça va être 4 fois 10 moins 6 mètres est égal à la distance D 1 mm fois Y, la position du minimum, sur L, 50 cm. Donc là, ici, on a tout mis en mètres par contre pour faire des comparaisons faciles. Puis on trouve que Y est égal à 2 fois 10 à la moins 3 mètres, donc à 2 mm essentiellement. Du centre de l'écran, on trouve le huitième maximum brillant. OK? Donc, pourquoi ça, c'est plus facile que ça? OK? C'est ça qu'on avait tantôt. OK? Là, j'ai juste recopié ce qu'on avait tantôt. On avait évalué que le delta devait être de 4 fois 10 moins 6 mètres. OK? Ben, dans cette équation-là, on a ici de distance à l'écran 50 cm, donc 500 mm. Ça, c'est 0,5 mm, ça, c'est 2 mm. Donc, allez trouver le Y qui est égal à 2 mm là-dedans. Là, bonne chance. OK? C'est vraiment une job tout croche. Donc, c'est beaucoup plus facile d'utiliser la petite approximation qu'on vient de faire, qui nous donne assez rapidement un lien direct entre la position d'une frange brillante ou sombre sur l'écran et dans le fond, qui nous donne la relation entre la position des maximums en fonction de la distance entre les fentes puis de la distance à l'écran, okay, qui sont les deux paramètres qui ont une influence là-dedans. Okay. On va tout de suite faire la question suivante, puis après ça, on va peut-être prendre une petite pause, okay, parce que si vous êtes encore là avec moi, vous devez commencer à vouloir prendre une pause. En classe, vous voudriez une pause présentement, ça je peux vous garantir. Là. Okay. Donc on dit quoi? Un écran est placé à 1,2 m d'un dispositif de deux fentes mutuellement distantes de 0,03 mm. On note que la seconde frange sombre après la frange centrale est de 3,38 cm. Déterminer la longueur d'onde du dispositif éclairant le dispositif de Young. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? OK? Au plein centre, on a notre frange. Ça, c'est le plein centre de l'écran ici. OK? Donc, à cet endroit-là, au plein centre de l'écran, la différence de marche est égale à 0. OK? OK? Ici, entre les deux, vous avez la première tache sombre. Cette tache sombre-là correspond à un décalage de une demi-longueur d'onde. Une différence de marche de une demi-longueur d'onde. Quand on trouve la frange brillante suivante, celle-là ici, on a une longueur d'onde de différence de marche. Entre les deux, on a une tache sombre pour laquelle delta est égal à 3 moitiés de longueur d'onde. Okay? Puis on va alterner comme ça. Deux longueurs d'onde, 5 moitiés de longueur d'onde, ainsi de suite. Okay? Nous, on cherche quoi? On dit, on note que la position de la seconde frange sombre après la frange centrale est de 3,38 cm. Donc, du centre de l'écran, OK, là je vais le mettre en vert. Du centre de l'écran à la seconde frange sombre, il y a une distance de 3,38 cm. OK. Donc, ça, c'est la position Y sur mon écran, 3,38 cm. OK. Puis nous, pour la deuxième frange sombre, on vient de dire que son delta correspond à 3 demi-longueurs d'onde. Donc, si on a comme relation générale delta qui est égal à D fois Y sur L, bien nous, dans notre exemple, le delta spécifique à la deuxième frange sombre, il est égal à 3 lambda sur 2, à 3 moitiés de longueur d'onde. OK? On connaît le Y, on connaît L, on connaît D, on cherche lambda. Donc la distance D, on dit les fentes sont séparées de 0,03 mm. Donc, un des plus gros obstacles, il faut faire attention de tout mettre ça dans les bonnes unités. Donc, 0,03 mm en mètres, ça fait 0,03 fois 10-3. Le Y, c'est 3,38 cm, donc 3,38 fois 10-2. Je vous invite à tout mettre en mètres, hein. C'est juste comme ça que ça va être le plus simple. Puis la distance à l'écran, 1,2 m, est égale à 3 fois lambda sur 2. Donc vous allez trouver que lambda ici
est égal à 5,63 fois 10 à la moins 7 mètres. Okay. Ou encore 563 nanomètres. Okay. Pourquoi j'utilise les nanomètres? C'est parce que ce qu'on utilise conventionnellement, les longueurs d'onde visibles, là, okay, la lumière qu'on voit, les longueurs d'onde de la lumière visible sont de 400 à 700 nanomètres. Okay, donc, c'est la mesure standard. Le laser rouge que vous voyez ici est probablement un laser hélium-néon à 632,8 nanomètres. Okay? Tous les lasers hélium-néon sont à 632,8. Donc, dépendant de la longueur d'onde, évidemment, pourquoi les taches apparaissent pas au même endroit, ok? Ben, on en a un indice ici, ok? Parce que mettons, si je veux la deuxième frange sombre, ben, son delta est égal à 3 demi-lambda, ok? La position, si les fentes sont séparées de D cm puis que l'écran est à L cm, ben, à différentes longueurs d'onde lambda vont correspondre différentes positions Y pour les maximums et les minimums. Okay? Plus la longueur d'onde est grande, plus le Y va être grand pour la même fente. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, comme les fentes en vert sont plus rapprochées que les fentes oranges sont plus rapprochées que les fentes en rouge, ben, lui, la longueur d'onde est plus grande, lui, la longueur d'onde est moyenne, puis lui, la longueur d'onde est plus petite. Okay? Juste en regardant les figures d'interférence, on est capable de déduire, dans la mesure où les fentes sont séparées de la même distance D, que la longueur d'onde verte est plus petite, que la longueur d'onde jaune est moyenne, puis que la longueur d'onde rouge est plus grande, parce que la position Y est comme proportionnelle à la longueur d'onde directement. Okay? On vous demande ensuite quelle est l'interfrange, c'est-à-dire la distance entre deux franges brillantes consécutives sur le patron d'interférence. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir calculer, par exemple, la position Y euh, du mième, mettons, entre deux franges brillantes. Donc on sait que les franges brillantes sont données par, euh, euh, attendez une seconde, là. On va appeler M, qui est, on sait que la différence de marge pour les franges brillantes est donnée par M fois lambda. OK? Donc moi, je vais calculer la position Y du maximum d'ordre M, puis la frange suivante d'ordre M plus 1. OK? Puis je vais calculer la différence entre les deux. L'interfrange va être simplement la différence de position entre les deux franges. OK? Bon, nous, on sait que D fois Y sur L est égal à, dans notre exemple, M fois lambda. OK? Donc, si je regarde le maximum d'ordre M, ça me donne M fois lambda. Donc, YM, je vais venir copier ça. Donc, de façon générale, je vais venir, excusez, je recommence. On dit que euh, delta est égal à D fois Y sur L est égal à M lambda. Donc, le Mième maximum, c'est YM est égal à M fois lambda fois L divisé par D. Pour le maximum d'ordre plus 1, donc M égale à M plus 1, je vais avoir M plus 1 fois lambda fois L divisé par D. Si je veux calculer le delta Y, je vais avoir, ici, je vais distribuer le M, le lambda L sur D sur les deux termes. Donc, je vais avoir M lambda L sur D plus lambda L sur D moins, ça c'est mon terme YM plus 1, moins YM moins M lambda L sur D. Ce qu'on remarque, c'est que ces deux termes-là disparaissent, puis l'interfrange est donnée par quoi? Lambda fois L divisé par D. Okay. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette interfrange-là, la distance entre les franges successives, ne dépend pas de M. Okay? Donc en français, ce que ça veut dire, c'est que c'est une constante. Okay? Ça dépend quoi? De la longueur d'onde, de la distance à l'écran, puis de la distance entre les fentes. Mais ça ne dépend pas de l'ordre M. Donc ça veut dire que cette distance-là entre les franges est constante. Okay? Ne dépend pas de M. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que la distance entre les fentes est toujours la même ici. Okay, là? Donc, on le remarque ici déjà à l'œil. Okay? On pourrait le faire en lab puis réaliser que c'est vraiment ça qu'on observe. Donc, ici, là, on a la distance qui varie. C'est des multiples entiers. Okay?
de lambda L sur D. Fait que la distance entre les franges est toujours constante ici. OK? Donc, c'est bon pour ça. Donc, je vais arrêter là pour maintenant. OK? Donc, on a vu quoi aujourd'hui? On a vu en fait déjà qu'on aborde l'étude de la lumière en tant que telle. OK? On a utilisé les propriétés de superposition des ondes déjà là-dedans. Là. On va y revenir de façon beaucoup plus claire ou plus explicite à la prochaine session, ben, au prochain cours. Là. Mais on a déjà parlé du fait que la nature est ondulatoire. On a parlé un petit peu de perspective historique aussi, d'où ça vient ces notions-là, ces idées-là de décrire la lumière comme étant composée d'ondes. Puis, ben c'est ça. Donc, on a vu une relation simple pour relier la position des franges brillantes et sombres d'interférence à leur position sur l'écran dans l'expérience de Young. Donc, si je résume, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que si j'ai deux fentes, puis je vais finir avec ça, si on a deux fentes séparées d'une distance D, puis qu'on regarde sur un écran qui est situé à une distance L, si on regarde un point à une position Y du centre. Puis ça, je vous suggère d'être en mesure de refaire ce schéma-là parce qu'on va le faire souvent. OK? On a pardon. On a deux ondes qui partent de là. On en a une qui parcourt une distance supplémentaire delta par rapport à la première. Ben, on avait vu qu'on a le même angle θ ici puis là qui nous permettait d'écrire que y sur L est égal à delta sur D. Donc delta est égal à D fois y sur L. Donc ça, c'est la relation. C'est comme encore un changement de variable. OK? Donc au lieu de ce qu'on remarque, imaginez que delta est égal à 0, bien y est égal à 0 lui aussi. OK? Donc plus je regarde un y qui est grand sur l'écran, plus je regarde un delta qui est grand ici. Donc c'est juste un changement de variable. Au lieu de parler de y, on va parler de delta. OK? Puis nous, on a vu ensuite que pour avoir des franges brillantes, il faut que delta soit un nombre entier de longueur d'onde. Pour avoir des franges sombres, il faut que delta soit un nombre entier de longueur d'onde, mais plus une demi-longueur d'onde en quelque part. OK? Donc ça, c'est m lambda plus une demi-lambda. Donc on peut avoir autant de nombres entiers de longueur d'onde qu'on veut. Tant qu'on a une demi-longueur d'onde ici, au net, on va avoir de l'interférence destructive. Donc c'est ça qu'on va associer. La relation générale entre la position des franges, la largeur des fentes, la distance entre les fentes, la distance à l'écran, puis nos différentes conditions pour les franges sombres plus brillantes. Donc, c'est ça que je voulais présenter aujourd'hui pour mettre la table pour l'interférence puis la suite de l'étude de l'optique physique. Donc, bonne fin de journée.